Fidèles téléspectateurs de WAB Info Télévision, bonjour et bienvenue dans cet autre numéro de WAB Sport sur WAB Info Télévision. Aujourd'hui, nous allons pointer notre curseur sur la Coupe du Monde des clubs. Vous le savez, la compétition majeure des clubs s'ouvre déjà ce 15 juin 2025 aux États-Unis d'Amérique avec un match qui est prévu sous les coups des 2 heures dans quelques instants. Le match qui oppose l'équipe de Al Ahly Sporting Club d'Égypte à l'Inter Miami des États-Unis d'Amérique va être lancé dans quelques instants. On va parler globalement de cette Coupe du Monde. Quelle est l'opportunité d'organiser cette compétition juste dans la foulée de la clôture des compétitions officiellement reconnues? Est-ce que ce n'est pas une façon de faire fatiguer les joueurs? Est-ce que c'est parce que, bien sûr, la FIFA est en train de mettre un accent sur le football business? Ces points et bien d'autres seront débattus dans cette tranche consacrée au sport sur WAB Info TV. Bienvenue. Et pour en discuter, je suis avec Gaëtan Kombi, analyste sportif basé en ville de Goma. Bonjour Gaëtan et bienvenue. Bonjour chez Richard. On est avec vous pour parler de cette Coupe du Monde des clubs. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants au Hard Rock Stadium. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, plus exactement à Floride. Al Ahly Sporting Club va en découdre avec l'Inter Miami de Lionel Messi. L'équipe la plus titrée du continent africain va en découdre contre la formation de l'Inter Miami qui a pu enrôler quand même Lionel Messi de cela quelques années, s'il faut le dire ainsi. Et Luis Suarez également, je pense, il est toujours là. Oui, Jordi Alba. Donc, il y a pas mal d'individualités du côté de l'Inter Miami, ce qui rend encore plus ces matchs un peu plus particuliers. Et on imagine que ces matchs sera suivis parce qu'il y a quand même des joueurs très intéressants au sein d'abord de l'Inter Miami, mais également l'Afrique. On sait que le porte-étendard du football africain, en parlant des clubs, c'est le National Al Ahly. Donc, cela rend ces matchs encore un peu plus intéressants, un peu plus captivants pour les amoureux du football. Le Hard Rock Stadium de Floride, c'est 64 767 places assises. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à la présence des supporters, si pas des spectateurs dans ces installations sportives. Déjà, il y a un doute, le stade sera-t-il rempli? Apparemment, il y a trop peu de probabilités. Il y a un faible engouement par rapport à cette compétition des clubs. Quels sont les échos que vous avez venant des États-Unis d'Amérique? Ben, on pouvait déjà s'attendre à ces fiascos parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse inquiétude. On se disait que peut-être parce que c'est une Coupe du Monde, il y aura un peu plus d'engouement. Mais on sait que par le passé, la Coupe du Monde de club n'a jamais été une compétition qui captive autant parce que c'était un format un peu réduit. Aujourd'hui, certes, on a élargi le format, mais ça n'a jamais été une compétition qui captive beaucoup. Mais également les pays, les choix du pays. On sait que les États-Unis, ça n'a jamais été un pays de football à proprement parler. Donc, ces deux éléments-là et peut-être d'autres éléments liés à la conjoncture font que ces matchs-là ne soient pas un peu plus captivant parce que si vous vous rappelez très bien, les États-Unis ont toujours accueilli des matchs de gala. Et ces matchs de gala-là ont toujours été des matchs de prestige. Parfois, certains classicos Barça-Real vont se jouer là-bas. Certains matchs de gala de préparation de la pré-saison, on préfère aller le jouer là-bas parce que ce sont des matchs qui attirent énormément. Et là, on a quand même deux clubs, l'Inter Miami et le National Al Ahly, qui n'ont pas une grosse cote populaire aux États-Unis même. Donc, ça fait que ces matchs-là ne captivent pas autant. Le coup d'envoi sera donné à 2 heures du matin. Sûrement, il n'y aura pas qu'une absence des supporters, ou presque au niveau du stade. Mais également, les téléspectateurs ne seront pas très nombreux. Parce que déjà, pour suivre ces matchs, il faut beaucoup patienter jusqu'à 2 heures du matin. Alors là, vous vous rendez compte que déjà l'Afrique
et automatiquement les téléspectateurs africains d'Europe et ceux d'Europe sont d'office écartés. Il y a très peu de probabilité que l'on se lève à 2 heures du matin pour aller suivre le match. Encore un match qui n'est pas si captivant que ça entre l'Inter Miami et le National Al-Ahly. Donc voilà tous les doutes qu'il y avait autour du choix américain. Oui, bien sûr, il faut de l'équité, il faut que tout le monde puisse avoir la chance d'organiser de telles compétitions, mais avec une Coupe du Monde, on dirait que c'est une édition inaugurale qui devra normalement être plus suivie. Pourquoi aller l'organiser aux États-Unis? On sait qu'il y a cette question-là, d'ailleurs vous y êtes revenu, de football business, qui a payé plus que l'autre, mais également peut-être que les Américains l'ont sollicité pour assurer un peu, pour jauger leur niveau d'organisation avant la Coupe du Monde 2026 qui sera organisée dans une année. Donc, tout cela fait à ce que on puisse se poser des questions sur le choix des États-Unis par rapport à d'autres pays qui pouvaient rendre encore plus agréable cette compétition. Ah, vous l'avez dit, le football, déjà, ce n'est pas le sport roi aux États-Unis d'Amérique, puisqu'il y a d'un côté le baseball et le basketball, avec notamment la fameuse NBA, qui captive les attentions pratiquement de ceux qui sont enthousiasmés par les sports en quelque sorte. Mais en dehors de ces deux disciplines, il y a également le football américain, parce que sûrement les Américains, un peu comme d'habitude, ont créé une sorte de football, mais qui a beaucoup plus de particularités américaines. Il y a également les hockey sur glace, les tennis, les golf aussi, d'après nos informations. D'ailleurs, le football féminin serait même d'un cran au-dessus par rapport au football masculin. Là, on parle des soccer féminins et des soccer masculins. Ça veut dire que le football, ce n'est même pas la troisième discipline la plus populaire aux États-Unis. C'est ça, c'est un problème parce que autant on avait donné, par exemple, l'organisation de la Coupe du Monde passée aux pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar. Autant, parce que ces pays-là, au moins il y avait un argument, ces pays-là en termes de football, ce sont des pays émergents. Mais là, les États-Unis, ce ne sont ni un État émergent, ni un État qui est captivé par le football, dont le football est un des sports le plus suivi, plus en vogue là-bas. Donc, il n'y a aucun argument sportif pour donner cette compétition aux États-Unis. Voilà pourquoi il y a encore des questions sur le choix des États-Unis. Peut-être qu'on en saura un peu plus, mais moi je pense que c'est peut-être lié au fait que les États-Unis étaient plus prêts pour organiser cette compétition, parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive dans une année et qu'il faudrait jauger un peu le niveau, la capacité d'organisation des États-Unis. Est-ce qu'il n'y aurait pas également une dimension politique avec l'avènement de Donald Trump, avec tout ce qu'il se passe actuellement? C'est quand même la plus grande puissance au niveau mondial. Ouais, j'ai toujours dit qu'il ne faut jamais dissocier le football de la politique. Effectivement, on sait ce que représentent les États-Unis. Il y a déjà un pape américain, il y a également la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis d'Amérique. Déjà la prochaine vraie Coupe du Monde en 2026, c'est également aux États-Unis d'Amérique. Il y a de quoi s'interroger par rapport à cette dimension politique. En effet, il ne faut jamais dissocier le football de la politique. On sait par le passé, notamment par des révélations qui ont été faites un peu plus tard par rapport à la gestion de Sepp Blatter, on a senti que l'attribution de certaines compétitions a été dictée par certains éléments, certaines influences politiques et financières. Donc, un peu plus tard, peut-être qu'on en saura plus, mais moi, je n'ai jamais trouvé opportun les choix des États-Unis pour une édition aussi prestigieuse de la Coupe du Monde de clubs. On rappelle quand même que c'est une édition qui résonne comme une édition inaugurale parce que ça a changé de format et que donc c'était assez spécial pour la confier aux États-Unis. Moi, j'aurais aimé que cette édition inaugurale soit accordée à un pays de football. Ah, justement, parce que déjà, il n'y aura pas que les États-Unis, il y aura le Canada et le Mexique également, qui vont également co-organiser cette prochaine édition des Coupes du Monde dans quelques mois déjà, en 2026. Tous les yeux seront une fois de plus rivés vers cette Coupe du Monde. Mais puisqu'on parle de la Coupe du Monde des clubs qui démarre déjà dans quelques instants, faut-il quand même le rappeler que 32 équipes sont de la partie pour 63 matchs. Au total, oui, on tourne le dos presque à ces équipes-là, où bien sûr il n'y aura presque pas du monde. Mais est-ce que pour certains matchs, les gens ne pourraient pas peut-être même aller au-delà de
de leur façon de bouder pour aller suivre ces matchs-là, parce que il y a quand même du lourd. Hein. Le Real Madrid sera de la partie, Manchester City, Bayern de Munich, le Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Benfica Lisbonne et bien d'autres clubs, Juventus de Turin et bien d'autres clubs au niveau des Amériques, il faut le dire ainsi, Flamengo, Fluminense, Boca Juniors, River Plate et aussi d'autres clubs au niveau de l'Afrique. C'est Al Ahly Sporting Club d'Égypte. Il y a également des clubs comme l'Espérance Sportive de Tunis, le Wydad Athletic Club de Casablanca et bien d'autres clubs. Justement, est-ce qu'on peut dire que les Américains pourraient également bouder des équipes comme le Real Madrid et bien d'autres? Moi, j'ai plus d'inquiétude pour la première phase de la compétition, mais on sait que les équipes comme le Real, par exemple, ont une cote populaire dans tous les pays. Donc, le Real peut facilement, à travers effectivement son influence, peut facilement réunir 40 000 personnes dans un stade. Ça ne fait l'homme d'aucun doute. Après, moi, je pense que c'est lié, le fiasco de ces matchs d'ouverture, c'est lié aussi aux équipes qui les jouent, ces matchs d'ouverture. Parce que moi, je pense que si c'était le Real en ouverture, il y aurait suffisamment du monde. Après, on sait aussi l'influence, disons, les grosses communautés latino-américaines qu'il y a aux États-Unis, et les équipes comme Boca Juniors, comme les River Plate, comme Flamengo pourraient attirer un peu plus de monde. Donc moi, je n'ai pas de doute quant à la capacité des prochains matchs à réunir beaucoup de monde, notamment des matchs qui vont mettre en jeu les équipes populaires partout au monde. Donc vous vous rappelez, je ne sais pas si vous en rappelez, il y a une finale de Coupe d'Argentine, si j'ai bonne mémoire, qui a été organisée au Santiago Bernabéu entre, je crois, River Plate et Boca Juniors. On a vu l'engouement qu'il y a eu. Donc, moi, j'ai juste l'inquiétude pour les clubs américains, parce que même dans leur propre stade, ils ne parviennent pas à mobiliser autant de monde. Même malgré la présence de Messi et bien d'autres joueurs. Voilà, donc les sports, c'est d'abord quelque chose qui est ancré dans l'ADN. Une passion. Une passion. Le football n'en est pas une aux États-Unis, donc c'est très compliqué, mais on sait qu'au fur et à mesure que la compétition sera en train de se poursuivre, il y aura forcément du monde. Mais on apprend que même les coûts, ou les prix pour les billets, les tickets, apparemment, ça a été revu à la baisse. Mais le problème pour l'Américain, c'est pas l'argent. C'est pas que les coûts du billet est trop élevé. Mais là, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger par rapport à la capacité de réflexion ou bien sûr d'autres aspects par rapport à ce qui a poussé la FIFA à maintenir cette compétition en cette période et surtout aux États-Unis d'Amérique? Parce que apparemment au départ, la FIFA pensait que ce serait très facile, mais au fil du temps, c'est comme si la FIFA se rend compte que c'est pratiquement difficile. Et il paraît que même la presse locale a boycotté cette compétition, ce qui rend encore plus difficile la capacité mobilisatrice même des organisateurs, parce que pour qu'il y ait du monde dans les stades, il faut qu'il y ait mobilisation de spectateurs. Malheureusement, c'est comme si la presse locale aurait boycotté aussi cette compétition. Donc tous ces éléments-là, les diffuseurs, apparemment, il n'y en a pas également nombreux. C'est ça, donc c'est un boycott, on dirait, collectif. Tout le monde ne voulait plus de cette compétition. Pourquoi? Parce que, à mon avis, c'est une compétition de trop. Mais au fait, cela sûrement nous renvoie à cette dimension de football business. C'est vrai, il y a un vrai pactole qui est mis en jeu. C'est 100 millions d'euros mis en jeu, bien sûr, par l'organisateur. C'est un montant record, 100 millions pour les vainqueurs de la compétition. Et on sait que Gianni Infantino, avec son oligarchie, avec tous les présidents de confédérations qu'il a placés, prône plus le football business. D'ailleurs, eux-mêmes, lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils débarquent, ils disent qu'il faudra injecter un peu plus d'argent dans le football parce qu'il a manqué énormément. Moi, je ne suis pas contre, mais après, il faut surtout voir les côtés sportifs. Parce que moi, je pense que plus on est dans le football business, plus on est en train de vider les footballs de son côté sportif. Et c'est ce qui, moi, m'étonne, que l'on a donné des compétitions majeures comme ça à des pays qui, non seulement en termes d'horaire, de fuseaux horaires, sont en total déphasage avec les 3/4 de la planète, au nom du football business. Moi, à mon avis, ça,
c'est quelque chose un peu d'antisportif, à mon avis. Mais aussi la question, c'est par rapport aux organismes des joueurs. C'est à peine qu'ils ont terminé la saison. Déjà, ils se projettent pour la prochaine saison. Et puis, il y a eu la fenêtre FIFA également, qui a davantage bouffé ces joueurs-là. Juste dans la foulée, il y a également la Coupe du Monde des clubs qui réunit 32 clubs. C'est quand même très fatigant. Il y a certains joueurs qui auront moins de 3 semaines de repos. Mais je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais les joueurs aujourd'hui jouent peut-être 3 fois plus de matchs qu'ils jouaient il y a 2 ou 3 saisons. Depuis l'arrivée, on sait que, voilà, par exemple, je me représente un joueur comme Nuno Mendes, par exemple, du PSG, qui a joué la finale de la Ligue des Champions il y a 2 semaines, qui vient de jouer 2 matchs intenses de la Ligue des Nations, parce que la Ligue des Nations n'existait pas avec le Portugal. La Ligue des Nations n'a commencé à exister qu'avec l'avènement de Gianni Infantino, parce qu'il faut trouver de l'argent partout, il faut rendre important tous les matchs, et qui va devoir directement s'engager à la Coupe du Monde de clubs. Et après, il y aura peut-être une petite pause d'1 ou 2 semaines avant de rentrer dans la prochaine saison. Donc aujourd'hui, la Coupe du Monde, parce que auparavant, c'était un petit tournoi de 7 matchs. Aujourd'hui, il y en a 9 fois plus. Parce que 63 matchs, il y en a 9 fois plus. Pour les organismes et des joueurs, c'est très compliqué parce que déjà, ils étaient émoussés par la densité des calendriers au sein même de leur propre championnat. Ils jouent 2 ou 3 matchs chaque semaine et on est en train de leur ajouter d'autres matchs. Moi, à mon avis, c'est là que j'étais en train de dire que le côté sportif est en train de se perdre dans le nouveau football business prôné par Gianni Infantino et tout son clan. Mais on ne se rend plus compte que c'est les joueurs qui procurent du bon football et pour qu'ils en procurent, il faut qu'ils soient en bonne santé. Là, franchement, je ne vois pas comment un club aujourd'hui peut s'en sortir avec moins de 30 joueurs compétitifs. Mais comme on le dit, les malheurs des uns faisant les bonheurs des autres, est-ce qu'on peut dire que cette édition profiterait à certaines équipes inattendues, par exemple celle du continent africain ou des Amériques, comme on le dit, l'Amérique latine et bien d'autres Amériques? Est-ce que, par exemple, les Paris Saint-Germain et d'autres équipes, les Real Madrid, ne risqueraient pas quand même à souffrir face à des adversaires qui viendront en étant un peu frais? Ça, c'est une probabilité. Ah, la Ligue, par exemple, ça fait quand même longtemps que cette équipe a été éliminée en Ligue des Champions de la CAF. L'équipe n'a pas enchaîné beaucoup de matchs au niveau national. Ça veut dire que cette équipe va se présenter comme étant l'une des mieux armées. Justement, après, c'est une vraie probabilité et une vraie chance pour ces équipes-là qui n'ont pas joué beaucoup trop de matchs comme le Real, comme le PSG. Mais après, moi, je pense qu'ils ont aussi trouvé une stratégie. Ces équipes européennes, notamment, ont trouvé une stratégie de s'adapter parce qu'on voit qu'ils sont en train de densifier leur fenêtre de mercato. Ils sont en train de rajouter de nouveaux souffles à leurs effectifs. Par exemple, l'équipe comme le Real, il y a énormément de joueurs qui sont venus. Il y en a 3 qui ont été signés. Des jeunes joueurs qui ne sont pas expérimentés, ça c'est sûr. Mais ils vont devoir faire avec parce que l'autre bonus que procure cette compétition pour les équipes, notamment comme le Real, comme Manchester City, comme Chelsea, ça va leur permettre disons, d'avancer un peu leur pré-saison. Ils vont s'en servir comme pré-saison. Je ne dis pas que cette compétition ne compte pas pour eux, mais ça va leur permettre d'avancer un peu leur pré-saison et de commencer à se préparer même à travers cette compétition. Donc, ça va leur servir de fenêtre de préparation. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la RDC peut nourrir des regrets en brillant par son absence? Parce que quand même, il y a plus de 4 clubs africains qui sont maintenus pour cette compétition. À l'époque, c'était quand même impossible que la RDC ne figure pas parmi les meilleurs pour une si grande compétition. Et est-ce qu'on se dirait, si c'était les Mazembe de 2012, ce serait un peu plus facile d'aller jusqu'au bout et remporter cette édition? Mais c'est un regret, ça. C'est surtout révélateur du niveau dans lequel se trouve le football congolais et du TP Mazembe, parce que Mazembe est resté la vitrine de la qualité du football local congolais. Donc, on a ramassé, figurez-vous qu'on a ramassé au hasard 4
quatre précédents vainqueurs. Au hasard, quand même. Bon, oui. Bon, il y a un critérium. Quatre précédents vainqueurs de la Ligue des Champions et il n'y en a aucun de la RDC. Si on a pris au hasard les 4 précédents vainqueurs de la Ligue des Champions et qu'il n'y en a aucun qui vient de la RDC, c'est que c'est un problème et ça devrait normalement nous interpeller quant à la qualité, à la baisse de notre football. Ah, c'est vraiment quelque chose qui nécessite une profonde réflexion. Mine de rien, il y a quand même un arbitre congolais qui a été retenu, Jean-Jacques Ndala. Enfin, il a été quand même remercié par les autorités du football au niveau mondial. Il sera de la partie, sûrement. Quelqu'un qui a une grosse carrière dont on a plaint le fait de n'avoir pas été retenu à la dernière Coupe du Monde. Pourtant, il faisait partie du top 3, tout naturellement, des meilleurs arbitres sur le continent. Moi, je pense que c'est une consécration et peut-être qu'il est en train de tendre vers sa retraite. Je ne sais pas véritablement ses projets, ni son âge d'ailleurs. Mais je pense que c'est une véritable consécration pour un homme qui a quand même gravi les échelons. Il a commencé au pays, il est parti briller en Afrique. Il n'a pas été des très bons moments. À un moment, il a été roué des coups. Hein. Et surtout qu'au pays, il ne fait pas l'unanimité. Absolument. Il a été trop critiqué au cœur de plusieurs polémiques dans des matchs sérieux au niveau du pays. Il faut passer par là. C'est ça l'expérience du football africain. Moi, je ne connais pas un seul arbitre africain qui n'a jamais été tabassé. Peut-être que certains qui en ont eu de la chance, mais après, moi je pense que c'est une consécration, comme je viens de le dire, pour quelqu'un qui a officié des grands matchs. Aujourd'hui, il a de grosses responsabilités en Afrique. On lui confie des matchs de finale de Ligue des Champions, de finale de Coupe de la Confédération. Et aujourd'hui, les voir à ces niveaux de la compétition, et peut-être que cela pourrait lui permettre, s'il assure, bien évidemment, de participer, disons, d'officier à la prochaine Coupe du Monde des Nations. On espère juste que ce n'est pas une façon quand même de lui donner cette Coupe du Monde des clubs pour l'écarter lors de la vraie Coupe du Monde. Ça, c'est également peut-être une probabilité qu'on ne souhaiterait pas évoquer très prochainement. Mais peut-être pour terminer, il y a une question qui se pose par rapport aux critères de participation. Quand on voit des équipes comme Chelsea, un peu en dents de scie au niveau européen depuis un moment, même si cette équipe a pu remporter, je pense, la Conference League. La Conference League. Au niveau européen. Il y a également des clubs comme Benfica à Lisbonne, Juventus de Turin qui a aussi disparu à presque des radars depuis un moment. Salzbourg également est de la partie, Gaëtan. On s'interroge, est-ce que c'est les meilleurs critères? Ouais, voilà pourquoi je vous parlais du hasard. Parce que les critères ont été faits, à mon avis, les critères ont été faits sur base de hasard. Parce qu'ils se sont dit, voilà, on prend les performances de 4 dernières saisons en compétition européenne. Qui dit compétition européenne dit même Conference League, ni même Europa League et Ligue des Champions. Ensuite, on prend les équipes selon les classements UEFA. Et c'est pour cette raison que le Barça n'a pas participé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un autre critère disant que 2 équipes d'un même pays ne peuvent pas, disons plus de 2 équipes d'un même pays ne peuvent pas participer à cette Coupe du Monde. Pendant ce temps, l'Atlético Madrid est de la partie. Oui, justement, pour 2 équipes d'une même ville. Oui, justement, c'est ça le hasard dont j'ai parlé. Donc, c'est une sorte de loterie et on se rend compte que des équipes beaucoup plus compétitives en Europe ont été écartées. Par exemple, le Barça aujourd'hui, c'est sans conteste une des meilleures équipes. L'Inter Milan également qui a joué la finale. Donc, vous vous rendez compte que on s'est rendu. Donc, il y a une sorte de loterie qui a fait que les équipes plus méritantes qui auraient pu participer à cette Coupe du Monde ont été écartées et d'autres comme Salzbourg, par exemple, qui, par ironie du sort, se retrouvent là-bas. On se demande pourquoi et se dit au fait que voilà, il y a eu des critères qui ont été cruels pour certains et bénéfiques pour d'autres. Sûrement, on est à la fin de cette tranche consacrée au sport sur Web Info Télévision. Sûrement, le coup d'envoi, c'est dans quelques instants à 2 h du matin. On doit quand même se reposer pour bien suivre ces matchs-là. Et on doit s'habituer à se réveiller un peu tôt. Il faudra mettre les alarmes. Absolument. C'est pas facile parce que déjà, à cette Coupe du Monde va bien sûr être particulière, mais c'est pas pour la première fois quand même qu'une Coupe du Monde. Non, mais surtout pour moi, c'est pas un problème parce que je me réveille pour le final de la NBA à 2 h du matin, donc je suis déjà habitué.
Pour vous, il faudrait mettre des alarmes. Ouais, ce ne sera pas facile, sûrement. Surtout que nous qui aimons pour nous qui aimons le football africain, on Est-ce que aimerait. vous pouvez vous réveiller pour Pachuca River Plate à 2h du matin? Pas forcément, mais pour Mamelodi Sundowns contre, par exemple, l'équipe des Fluminense, j'aimerais faire sans problème. Alors, on se retrouve la fois prochaine pour décortiquer d'autres faits d'actualité des sports sur WAB Info TV. Merci beaucoup.